Bonjour, bienvenue à la 10e et dernière séance du cours de morphologie. Nous allons nous occuper des pavages de surface courbe, un sujet qui nous permet de conclure, même si d'une manière qui n'est pas celle qu'on aurait pu imaginer en début d'année scolaire, qui nous permet de conclure le parcours que nous avons suivi en partant de la réalisation de systèmes bidimensionnels de type poutre-treillis d'une manière optimisée afin de minimiser les quantités de matière utilisées, pour passer ensuite à l'identification des caractéristiques géométriques des surfaces et finalement à leur découpage, ce qui se complète aujourd'hui, découpage qui pourra donc constructivement être réalisé par des structures de type ossature en treillis, ce qui justement complète un peu la vision globale qu'on voulait donner par ces cours du processus qui va de la compréhension de la forme à la réalisation de l'objet. Donc pour la séance d'aujourd'hui, euh, je vais simplement introduire la question, ensuite on va parler d'une manière progressive des différents types de maillage et de travail qu'on peut faire pour découper une surface courbe. Le premier, probablement le plus général, est celui qu'on peut réaliser le plus facilement d'une manière automatique, mais en même temps celui qui nous donne le moins la main d'un point de vue de la compréhension du système, c'est la triangulation. Ensuite, nous allons travailler sur les réseaux géodésiques et pour comprendre comment en fait la nature de la surface étudiée et ces caractéristiques géodésiques qui sont des caractéristiques intrinsèques peuvent nous donner des pistes pour réaliser des pavages efficaces. Ensuite, on va revenir sur des choses qu'on a déjà vues, qui sont les lignes de courbure, mais qu'on va placer donc dans le contexte actuel. Et les dernières typologies de réseaux qu'on va introduire, ce sont les réseaux de Chebyshev, ou ce qu'on appelle aussi couramment la méthode du compas. Quelques exemples très, très rapidement vont conclure la séance. Donc pour introduire la question, voici un premier objet assez connu, le hangar pour le dirigeable de Orvieto réalisé par Pierluigi Nervi en 1935 et détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ici on voit une surface qui est une surface courbe ayant une propriété translatoire, donc c'est une surface de translation, donc une voûte, sorte de voûte en verso, mais qui est réalisée avec des nervures qui sont en diagonale et qui découpent des quadrangles ayant la caractéristique qui est donc la caractéristique fondamentale de ces réseaux, de se croiser avec des normales qui sont communes aux nervures. Donc les deux nervures se croisent à 90 degrés par rapport à la surface et se trouvent toujours à 90 degrés par rapport à la surface et donc elles se croisent en formant un angle de 90 degrés par rapport à la surface. L'arête commune aux nervures est aussi orthogonale à la surface. Donc c'est une propriété géométrique qui est sans doute pratiquement utile dans la construction et qui est propre de ce choix, qui est un choix comme un autre par cela, de découpage de la structure en parties élémentaires. Ici, nous avons un autre exemple, je dirais opposé d'un point de vue de la philosophie de l'approche. Nous avons une surface très complexe, alors que tout à l'heure nous avions une surface assez simple. Et cette surface complexe est pavée par un motif qui se veut, enfin, qui est régulier dans la conception, mais qui est très variable dans la géométrie, c'est-à-dire un pavage de triangles qui ne sont pas tous équilatéraux. Ça ne pourrait pas être possible vu la géométrie, on comprendra très bientôt pourquoi, mais qui ont de formes proches de la forme du triangle équilatéral et qui permettent donc de donner une impression de régularité très importante. Donc, apparemment, nous avons devant nous un objet très régulier, bien qu'en réalité, les triangles appartiennent à beaucoup de familles différentes. En fait, les longueurs des côtés du réseau et les angles du réseau sont éventuellement très variables. Mais nous avons ici donc quelque chose qui peut être obtenu
assez rapidement aujourd'hui avec un processus automatique, mais par rapport auquel nous avons le désavantage de ne pas contrôler les propriétés géométriques du résultat. Donc le résultat est visuellement homogène, mais comment dire, techniquement, précisément, n'a pas beaucoup de propriétés constructives, structurelles, alors que tout à l'heure, nous avions un résultat que tout en étant aussi homogène, mais ceci grâce à l'homogénéité de la surface construite, avait effectivement des propriétés constructives assez immédiatement exploitables. Alors ici, nous avons quelque part le bout opposé de la chaîne, dans le sens que nous avons une surface très simple, c'est une image du chantier de la galerie de Milan de 1865. C'est une image qui aurait pu se répéter, ce qui s'est sans doute répété, aurait pu être prise dans beaucoup d'autres chantiers en Europe de la même époque dans laquelle ce système constructif a été beaucoup employé. Et bien là, vous voyez effectivement une voûte en berceau qui est couverte par des arcs parallèles qui ensuite seront réunis, reliés entre eux par des pannes. Et donc, je dirais rien de plus simple d'un point de vue conceptuel, et on voit tout de suite l'avantage et la simplicité constructive de la méthode, évidemment, qu'on paye dans ce cas précis avec la simplicité de la visuelle et géométrique de la surface construite. Donc, le but un peu de la séance, c'est d'étudier ces problèmes d'une manière un peu générale. Donc, comment on fait pour paver une surface courbe, donc finalement pour générer un maillage sur cette surface, et comment on fait pour maîtriser les propriétés que le maillage va avoir, ou en tout cas les propriétés que ce maillage va induire sur une structure qui est géométriquement appuyée sur ce maillage. Donc, évidemment, nous avons plusieurs algorithmes pour faire cela, donc il faut identifier quels sont ces algorithmes et comment on peut les mettre en œuvre, comment on peut pratiquement les utiliser, et puis quelles sont les propriétés que ces algorithmes font émerger, quelle est la relation entre l'algorithme de réalisation du maillage et le maillage lui-même qui résulte, quelles sont les propriétés de ce maillage par rapport à la géométrie globale de la surface ou aux propriétés locales de la surface éventuellement. Euh, donc, ceci, évidemment, c'est intéressant à partir du moment qu'on connaît certaines contraintes physiques et qu'on a envie de construire un système ou d'imaginer un système qui répond au mieux à ces contraintes physiques. Donc, évidemment, dans un problème sans question, il est toujours possible de donner n'importe quelle réponse et en même temps, toute réponse est équivalente. La raison pour laquelle on approfondit ce type de problème, c'est parce qu'on imagine avoir un problème avec des questions qui sont posées, des questions qui peuvent être des minimisations de la matière utilisée, de légèreté, de transparence, de uniformité, de recyclage, de cycle de vie, de techniques constructives, bref, une quantité infinie de questions qui peuvent se poser lorsqu'on décide de réaliser un ouvrage. Et donc, sur la base de ces questions, on aura éventuellement la capacité d'identifier une géométrie et un processus constructif qui peuvent répondre au mieux, parmi les autres options que nous avons explorées en tout cas, aux questions posées par les systèmes, par la structure. Ok, bon, ça c'est notre but, et la question fondamentale qui se pose, c'est la différence entre la courbe et le plan. Nous avons étudié la semaine dernière les pavages du plan, nous avons vu leur classement, leurs éventuelles propriétés, donc comment tel ou tel pavage fait émerger telle ou telle propriété. Et donc, nous sommes en mesure éventuellement de choisir les pavages d'un objet plein d'une manière assez raisonnée et de telle manière à faire, disons, à obtenir des résultats, disons, optimaux. Euh, Par contre, quand on passe du plan à la surface courbe, on ne peut pas transférer euh, sans, sans les modifier les concepts qu'on a retrouvés dans le plan. Et ce qu'on sait, c'est que la surface courbe est caractérisée par sa courbure. La courbure d'une surface, on a vu à son tour,
est caractérisée par deux paramètres qui sont la courbure gaussienne et la courbure moyenne. Et on a vu que les surfaces peuvent être classées dans plusieurs catégories. Ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui sont les surfaces aux courbure gaussienne positives, nulles ou négatives. Donc, ce qu'on appelle les surfaces synclastiques, développables ou anticlastiques. Et ceci parce que ces trois surfaces sont trois manières différentes de se relationner au plan et que c'est la relation au plan qui nous permet de manipuler, de comprendre les différentes possibilités de pavage de surface. Alors, par rappel donc de quelque chose qu'on a vu dans des séances précédentes, chaque point d'une surface courbe euh, peut être étudié, la surface en ces points-là peut être étudiée et nous donner des informations qu'on peut voir comme deux directions selon lesquelles la courbure est maximale et minimale. Donc sur toute autre direction, on aura toujours la possibilité de mesurer des courbures, mais on aura toujours au moins deux directions sur lesquelles ces courbures sont extrêmes. Donc la plus grande et la plus petite dans l'ensemble des courbures, on peut retrouver en tournant autour de la normale à ces points. Et on avait aussi vu, donc comme j'ai anticipé, que cet ensemble infini de courbures qu'on peut identifier en un point d'une surface peut être étudié à l'aide de deux paramètres qui ne dépendent pas donc de la direction qu'on se donne sur la surface elle-même, mais qui dépendent exclusivement du point où on est. Et ces deux paramètres sont la courbure gaussienne qu'on avait notée par G, qui est le produit des courbures principales, et la courbure moyenne qu'on avait notée par petit m, et qui est la moyenne des deux courbures principales, donc la somme divisée par deux. Or, d'une quelque manière, comme je vous disais, s'il faut réfléchir à un problème, c'est parce qu'on a des contraintes physiques auxquelles il faut répondre. Et, et il est dans une phase préliminaire de l'étude comme celle qu'on va faire ici, qui est une phase générique, on ne peut pas partir d'une contrainte physique précise. On est obligé de se donner des contraintes physiques de nature un peu générale. Alors on va se donner une contrainte physique qui est celle de chercher à avoir peu de variations au sein du maillage. Donc ce qu'on appelle les éléments du maillage, on peut les appeler les mailles, on peut aussi les appeler les tuiles. Ceci dépend essentiellement de la, disons, d'un point de vue de la communication, dans la manière dont on souhaite réaliser la forme. Si la forme est réalisée par un grillage métallique, comme c'était le cas de la Fiera de Milan qu'on a vu tout à l'heure, alors on parle plutôt de mailles. Mais si la forme est réalisée par un assemblage d'objets plans, de tuiles planes, bah alors on a effectivement davantage l'habitude de parler des tuiles et donc de tuilage. Mais les deux concepts mathématiques se rassemblent, en fait, ils sont même identiques, donc on pourra interchanger les termes pendant la séance sans trop de difficultés, en tout cas sans générer de confusion. Euh, et donc, nous avons les différents types de surfaces, courbure gaussienne à courbure gaussienne donnée, et on va se dire, nous allons chercher à créer des pavages ou des maillages dont la variation de mailles ou la variation des tuiles est la plus limitée possible. Ça, c'est juste une sorte d'objectif générique et abstrait qui peut correspondre à des avantages concrets et évidents, parce que bon, s'il s'agit d'une production industrielle, le fait de l'uniformiser, ça ne peut qu'être source d'efficacité. Mais disons que il ne faut pas non plus voir cette demande comme une demande, comme la seule qu'on peut créer, voilà, la seule en tout cas à laquelle on peut répondre. Et donc, on va l'apprendre, je dirais, d'une manière qui n'est pas, avec un sens qui n'est pas forcément absolu. Euh, alors, évidemment, si on prend les différents types de pavages qu'on a connus sur les plans et qu'on doit les adapter sur la surface courbe, il est clair que si le point de départ est un pavage régulier dans lequel tous les éléments sont les mêmes, tous les nœuds sont les mêmes, tous les arêtes sont les mêmes,
alors évidemment, on a l'impression, enfin en tout cas, on pourrait avoir un maximum de régularité sur le résultat final. Si on part d'un maillage initial plein qui est moins régulier, voire pas régulier du tout, donc semi-régulier, éventuellement apériodique, etc., etc., évidemment, on ne peut que retomber au niveau de la courbe, on ne peut que retomber sur une complexité supérieure. Donc, en partant de la situation la plus simple, on peut imaginer de s'orienter, se diriger vers une complexité minimale. Évidemment, ce sont des pistes qu'on peut ouvrir, mais dans un domaine très vaste, au sein duquel le nombre d'explorations potentielles est quasiment infini, probablement même infini, et donc il n'existe pas de critères absolus pour procéder, il existe des règles générales qu'on doit connaître, et puis simplement on procède comme on croit être le mieux pour s'approcher au mieux de la, de la réponse, de la réponse à la question posée. Euh, une autre contrainte physique qui est souvent demandée, c'est que les tuiles qui composent, les pièces qui composent la surface soient planes. C'est toujours possible quand on utilise des triangles. Tous les triangles reposent sur les plans qui passent par leurs trois sommets. Ce n'est pas toujours possible quand on construit des quadrangles. Donc la construction de tuilage ou de maillage composé de quadrangles plans est un argument utile et très exploité en fait, qui peut être pris en compte pour les réflexions qui suivent. Alors, je vous disais, la première piste, la plus directe d'un point de vue numérique, est la triangulation. Donc, voici un exemple de surface très arbitraire, très générale, euh, maillée par triangulation. Donc, on peut faire ça de plusieurs manières différentes. Une manière de faire, c'est de générer des nuages de points. Ces points appartiennent tous à la surface. Ils peuvent être générés par n'importe quel système. Quand on les relie 3 à 3, de telle manière à, disons, à relier chaque point avec tous ses premiers voisins, eh bien, on a automatiquement un maillage par triangulation. Il est difficile d'imaginer qu'un tel maillage puisse avoir des propriétés géométriques préalablement établies. En tout cas, il est difficile de piloter ces propriétés géométriques du maillage. Donc, on peut, disons, faire en sorte que le point générateur de la triangulation se trouve à distance similaire entre eux. Éventuellement, on peut construire même des points qui se trouvent à distance égale. Et cela permet de réaliser des triangulations dont les arêtes ont toutes la même longueur. Il est plus difficile de gérer les angles, mais bon, je dirais qu'il s'agit ensuite de rentrer dans les détails de la question, ça dépend de divers algorithmes. Un type particulier de triangulation que je vais porter à votre attention est celle qu'on appelle enfin, qu'on appelle la triangulation de Delaunay. Et donc, c'est particulier dans le sens que on fait en sorte, quand on construit les nuages des points, que quand on construit les cercles circonscrits à tout triplet des points qui va générer les maillages ensuite, eh bien ces cercles ne contiennent aucun des autres points. C'est une propriété du maillage Delaunay qui, disons, correspond à une certaine régularité de ce maillage d'un point de vue de la distribution des points dans les plans. Mais bon, comme vous voyez dans l'image qui est affichée, cette régularité effectivement correspond à une propriété géométrique que je viens d'énoncer, mais visuellement, elle ne génère pas forcément une homogénéité visuelle importante. Les réseaux géodésiques sont probablement les plus intéressants à étudier. En tout cas, sont ceux qui conservent, qui contiennent le plus grand nombre de propriétés et qui racontent en même temps, qui donnent le plus grand nombre d'informations sur la surface. Alors, on a déjà eu l'occasion de parler de qu'est-ce que c'est qu'une ligne géodésique. Ici, on va parler plutôt
triangle géodésique pour commencer. Un triangle géodésique est simplement un triangle dont les trois lignes de bord sont des lignes géodésiques. Donc ce n'est pas un triangle dans le plan, c'est un triangle qui repose sur une surface courbe. Et comme donc toute ligne géodésique est une ligne qui repose sur une surface courbe, elle a certaines propriétés, et la propriété, une des propriétés directes, je dirais, dans l'énonciation du concept de géodésique, c'est qu'il s'agit de la ligne qui est la plus courte, et tout en restant appuyé sur la surface, la plus courte entre deux couples de points qu'elle contient. La ligne géodésique a aussi une autre caractéristique géométrique importante, c'est une ligne qui localement repose à plat sur la surface, ce qui signifie que à droite et à gauche, l'horizon, je dirais à droite et à gauche de la ligne géodésique est plat. Si, disons, si quelqu'un de très petit par rapport à la surface dont on construit la géodésique se balade le long de la géodésique, il a l'impression de se trouver dans une plaine. Voilà, ce n'est évidemment pas le cas de tous les chemins qu'on peut faire sur une surface. Imaginez simplement un chemin de montagne. Donc, il y a un théorème important qui est le théorème de Gauss-Bonnet qui démontre que si on prend une sphère et qu'on dessine sur une sphère un triangle géodésique, là vous en avez un exemple, alors la surface du triangle, donc le triangle, il est formé par les trois points ABC, les trois angles sont alpha, gamma et bêta. Et bien la surface de ce triangle se calcule comme r au carré, r étant Rn la sphère, multiplié par la somme des trois angles moins pi. Or, on a l'habitude de dire que dans un triangle, dans le plan, la somme des trois angles est égale à pi. Donc on aurait l'impression que cette formule de Gauss-Bonnet nous donne un peu un résultat paradoxal. En fait, cette formule est en train de nous raconter toute la différence qu'il y a entre la sphère et le plan. Et en général, elle est capable de raconter toute la différence qu'il y a entre une surface quelconque, courbe, et une surface qui est développable, donc qui n'est pas intrinsèquement courbe, qui peut être développée pour se reposer sur un plan. Donc toute surface développable qui peut donc se reposer sur un plan sans se déchirer, sans se plier, a les propriétés du plan. Et dans les propriétés du plan, il y a celle que la somme des trois angles internes est égale à pi. Toute autre surface qui n'a pas les propriétés du plan n'a pas forcément la somme des trois angles internes égale à pi. Donc ici, nous sommes face à une sphère dont la somme des trois angles internes est supérieure à pi, ce qui fait que l'équation indiquée donne un résultat positif. Donc la surface du triangle, effectivement, est non nulle et elle peut être éventuellement calculée à l'aide de cette surface, de cette formule. Mais en fait, la formule est intéressante pour une autre raison. Elle est intéressante parce qu'il suffira de mesurer les trois angles par une mesure angulaire en étant localement opposé au point A, localement au point B, localement au point C. Je peux mesurer les trois angles. Il suffira de mesurer la surface d'une quelque manière et cela nous donnera ce qu'on appelle l'excès angulaire, c'est-à-dire il nous donnera la différence ou la différence en positif ou en négatif entre la somme des angles intérieurs et pi. Si cette différence est nulle, nous sommes dans un domaine plat, nous sommes dans un plan de quelque manière, ou dans une surface qui peut être développée, qui peut être remise à plat sur le plan sans se déchirer et sans se replier sur elle-même. Au contraire, si nous avons un excès angulaire non nul, donc positif ou négatif, nous sommes en présence d'une surface ayant une courbure gaussienne. Or, voilà, par exemple, si je prends un plan, donc comme je disais, dans un plan, les triangles, ils ont tous la même propriété, la somme des angles intérieurs est égale à pi. Et si je prends un triangle que je découpe sur une feuille de papier et que j'essaie de le poser sur la sphère, je me rends compte très vite que ceci est impossible et que de toute façon, je suis obligé de faire des plis, comme c'est indiqué ici, de manière qualitative. Je suis obligé de faire des plis si je veux faire reposer le plus que possible, faire correspondre le plus que possible la surface du triangle et la surface de la sphère. Donc on pourrait dire que pour passer
de la courbure 0 à la courbure gaussienne positive, qui est celle de la sphère, il faut enlever de la matière, dans le sens que si plutôt que faire des plis, je fais des coupes, et puis je recolle, donc j'enlève des petits triangles, par exemple, de matière, et puis je recolle les pièces ensemble, donc j'enlève en fait de la matière, je recolle, j'obtiens la courbure gaussienne positive. Donc une manière de définir la courbure gaussienne positive est liée à cet excès angulaire et liée au fait de dire que la somme des angles antérieurs du triangle est supérieure à pi. Et on peut dire aussi que cela signifie que si on veut construire une surface à courbure gaussienne positive à partir d'une surface plane, il faut enlever de la matière de la surface plane pour qu'elle puisse se rapprocher le mieux que possible à la surface courbe. Alors, au passage, le théorème de Gauss-Bonnet s'applique d'une manière générale à d'autres surfaces que la sphère. Et le problème, c'est que sa définition devient formellement un peu plus complexe parce qu'il faut qu'on parle d'intégrale de courbure gaussienne pour avoir l'excès angulaire. Et donc, on ne va pas rentrer dans les détails mathématiques de cette formule, de cette définition, mais on va simplement travailler encore par des exemples. Alors, un autre exemple euh, facile à manipuler, celui de l'antisphère. L'antisphère, c'est, comme on l'a déjà introduit, la figure ayant la caractéristique d'avoir partout courbure gaussienne égale moins 1, ce qui l'oppose à la sphère, dont la courbure gaussienne est partout égale à 1. Donc, une sphère de rayon unitaire, alors partout courbure gaussienne égale à 1. Une antisphère de rayon unitaire, partout courbure gaussienne égale moins 1. Et bien, dans une antisphère, la surface, donc si l'antisphère est de courbure gaussienne égale moins 1, la surface, elle vaut pi moins alpha plus bêta plus gamma, donc pi moins la somme des trois angles. La somme des trois angles est inférieure à pi, évidemment la surface est un nombre positif. Alors pratiquement, je peux voir ça en disant, si je prends une figure, un triangle plein, si je découpe un triangle sur un feuille de papier, et je vais le coller sur une antisphère, ou d'une manière plus générale, si je veux coller un morceau de surface plane sur une surface gaussienne négative, eh bien, puisque alpha plus bêta plus gamma, donc la somme des angles intérieurs du triangle est dans ces cas inférieure à pi, alors il faut ajouter de la matière, donc il faut faire des déchirures, et il faut écarter les lèvres de déchirure afin de pouvoir appuyer le mieux que possible la surface qui était plane sur sur la forme courbe. Donc c'est les plans, les cas particuliers dans lesquels nous savons alpha plus bêta plus gamma est égal à pi, et donc le théorème de Gauss-Bonnet s'est réduit à dire que l'excès angulaire par rapport à pi est zéro. Et ceci est vrai dans le plan, et il est vrai dans n'importe quelle surface développable. Donc si je prends un bout de papier, je l'enroule, je forme des cylindres, des cônes, tout ce que j'arrive à former avec un bout de papier. Si j'avais dessiné sur ce bout de papier un triangle, eh bien dans toutes les déformations que je vais subir au support, le triangle va suivre, la somme de ces angles antérieurs va rester toujours la même et va toujours rester égale à pi, quelle que soit la géométrie que la feuille sur laquelle il est dessiné va prendre, à condition, bien sûr, que cette feuille n'a pas été déchirée ou pliée, c'est-à-dire à condition que la géométrie reste une géométrie des surfaces développables. En tout cas, on peut facilement évaluer, par le biais de ce théorème, on peut facilement évaluer la courbure gaussienne dans un morceau de surface, en tout cas un peu moyenné, en prenant des triangles sur cette surface, et donc de triangles géodésiques. Donc il faut savoir construire des lignes géodésiques, mais c'est un exercice pratiquement très facile dans la mesure où une ligne géométrique est la trajectoire d'une brouette à deux roues sans différentiel. Donc on peut construire facilement une machine qui se balade exclusivement sur des lignes géodésiques, et on peut facilement mesurer des angles et des surfaces pour pouvoir identifier la courbure gaussienne approximativement un tout point d'une surface courbe. Évidemment, ces exercices ont un sens intellectuel de compréhension de la géométrie et non pas un sens pratique, parce que
ces mesures, pour ainsi dire, se font aussi facilement à l'ordinateur sur des maquettes numériques. Et donc, on n'a pas vraiment besoin de rentrer dans la manipulation. Ces manipulations, par contre, elles sont très intéressantes et très utiles pour comprendre. Je vous invite encore une fois à aller visiter le site surfacedéveloppable.net dans lequel vous retrouverez les cours de Jean-Marie Delarue sur les surfaces développables. Alors, est-ce qu'on peut construire un maillage géodésique sur une sphère, par exemple, et de faisant en sorte que tous les angles soient égaux, tous les arêtes soient égales, donc avec une régularité maximale? Oui, on peut, mais on n'a pas beaucoup de chance. Il y a juste la possibilité de prendre un icosaèdre, l'icosaèdre inscrit dans la sphère en question. Cet icosaèdre est donc un solide ayant 20 faces qui sont des triangles équilatéraux. Tous les arêtes sont égales, tous les angles sont égaux. Eh bien, si on prend donc cet icosaèdre circonscrit, inscrit pardon, dans la sphère et qu'on projette ces arêtes sur la sphère, on obtient des arcs, des grands cercles et on obtient un pavage géodésique de la sphère ou un maillage géodésique de la sphère, les seuls ayant les propriétés que tous les arêtes sont de longueur égale, tous les angles sont d'amplitude d'ouverture égale. Ce n'est pas très satisfaisant parce que si je dois réaliser une grande sphère, une sphère qui fait 50 mètres ou 150 mètres de diamètre, je me retrouverai avec des facettes triangulaires de très grande dimension qui, en tout cas, ferait perdre visuellement l'image de la sphère et mécaniquement serait assez complexe le fonctionnement. Donc, on peut faire mieux, on peut faire autre chose. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle l'opération de géodisation. C'est une, ou construction de géode, si on veut éviter de se mélanger la langue en parlant. Donc, c'est simplement une procédure géométrique qui permet de produire des maillages sur la sphère dont on contrôle le nombre de variantes. Donc, le nombre, en tout cas, des maillages qui ont un nombre limité de variantes et en plus un nombre contrôlable de variantes. Quand je dis variantes, je veux dire un nombre limité de situations dans lesquelles un côté est différent. Donc, disons qu'il existe un certain nombre de longueurs différentes des côtés, mais ce n'est pas un nombre infini, il y en a un nombre limité et contrôlable. Il existe des familles d'angles égaux et le nombre de familles est limité et contrôlable, ainsi de suite. Alors la procédure, je le dis ici verbalement et après je la montre, est la suivante, donc graphiquement. Et la suivante, d'abord on découpe les facettes du solide, on prend un solide, on prend un solide inscrit dans la sphère, quelconque. En fait, si on veut avoir quelque chose de régulier le plus que possible, on prend un icosaèdre. Mais on peut prendre ce qu'on veut. Je vous montrerai des exemples. Ensuite, on découpe les facettes de ces solides en triangle. Alors, ceci est immédiat dans un solide comme l'icosèdre qui est composé de facettes qui sont des triangles équilatéraux. Il est évidemment moins immédiat, ou en tout cas donne lieu à plus d'incertitude quand on doit découper des facettes qui ne sont pas forcément des triangles équilatéraux. Dans le cas de l'icosaèdre, ces facettes non seulement peuvent être des triangles, mais peuvent être des triangles équilatéraux elles aussi. Donc, on produit un outil de génération du système géodésique qui est lui-même très régulier. Une fois qu'on a fait cette opération, on se retrouve avec des points qui sont sur la surface du solide et donc qui sont à l'intérieur de la sphère parce qu'on a dit qu'on avait pris un solide inscrit dans la sphère. Donc tous ces points, toute sa surface est intérieure à celle de la sphère à l'exception des sommets qui reposent sur la surface de la sphère. Et donc on peut projeter par une projection centrale, donc à l'aide de projection qui part du centre de la sphère et qui s'élance vers la surface en passant par les points à projeter. Donc on peut projeter ces points du maillage sur la surface de la sphère et on obtient ainsi un nuage de points et successivement un maillage en reliant ces points par les lignes qui étaient celles, enfin par les mêmes lignes avec la même connectivité qu'on avait avant projection. On peut itérer ce processus soit en découpant les solides inscrits, les facettes du solide inscrit dans plus de
de triangle, soit en itérant l'opération comme je vais vous montrer donc, dans l'exemple. Donc, prenez une sphère et imaginez de vous donner un solide quelconque à l'intérieur de la sphère qui est inscrit. Inscrit signifie que tous ces sommets touchent la sphère et le reste du solide, à part les sommets qui sont sous la sphère, tous les autres points du solide sont à l'intérieur de la sphère. Donc ici nous avons, imaginons d'avoir une facette du solide inscrit. Cette facette est contenue entre les points A, B et C, et donc il y a un triangle qui lie les points A, B et C. Ce triangle est entièrement antérieur à la sphère. Donc là on le voit. On imagine que la sphère soit un peu transparente. J'ai dessiné un rouge pour dire qu'il n'est pas sous la sphère, alors que j'ai dessiné les points en noir pour dire que ces points sont sous la sphère. Je fais quoi? Je découpe, comme je vous disais, je découpe un triangle plus petit, les grands triangles. Donc par exemple, j'ai introduit les points E, F et G. Notez que c'est des points rouges, ils sont à l'intérieur de la sphère, donc ils ne sont pas utiles pour le moment pour faire la construction de la pour fonctionner en tant que nœud du maillage géodésique. Mais je peux les projeter. Donc je prends une projection centrale, donc je pars de l'origine du centre de la sphère et je projette par exemple les points E va se projeter vers le point E', qui lui il est noir parce qu'il est sur la surface de la sphère, les points F sur le F', les points G sur le G'. Donc tous ces points projetés sont des points qui se trouvent sur la surface de la sphère. Je peux donc relier tous les points que j'ai là sur la surface de la sphère. A, B et C, ils étaient déjà au départ sur la surface de la sphère. E', F' et G' sont par construction sur la surface de la sphère. Voilà que j'étais parti d'un triangle rouge. J'étais parti d'un triangle rouge qui était antérieur à la sphère et je suis arrivé sur 4 triangles bleus qui sont eux aussi antérieurs à la sphère parce qu'ils relient des points qui se trouvent sur la sphère mais qui sont plus proches de la surface sphérique. Et surtout, donc ce qui compte, c'est au-delà de ces donc, 4 triangles qui ont réalisé par rapport au triangle initial une meilleure approximation de la surface sphérique, ce qui compte davantage, c'est que j'ai trouvé donc d'autres points sur la sphère, de triangles plus petits. Je peux prendre tous ces triangles plus petits. Donc ici, je prends par exemple un des triangles bleus. Je les transforme en rouge pour dire je recommence l'algorithme avec les nouveaux points ABC qui sont ces trois-là. Et là, je peux itérer. Donc je peux faire ça autant que je veux. Et je peux donc trouver autant de points que je veux sur la surface de la sphère ayant certaines propriétés de régularité qu'on peut examiner, qu'on peut explorer assez systématiquement. Alors, si le seuil de départ est un icosaèdre, voici un exemple de géodélisation partant de l'icosaèdre, où on voit initialement les 12 sommets de l'icosaèdre, et ensuite, premier passage, chacune de 20 facettes de l'icosaèdre va être découpée comme on a vu. Donc, disons, on va retrouver ici sur le maillage tous les points qui étaient les points du milieu des arêtes de l'icosaèdre. Et on se retrouve donc avec un solide ayant un nombre de faces qui est les 20 faces de l'icosaèdre multipliées par 4. Donc on a 80 faces. On va faire ici exactement la même chose triangle par triangle. Donc on multiplie encore, on a 80 fois 3, pardon, fois 4 faces. Et ainsi de suite. On va faire chaque fois densifier les points. Vous voyez qu'on obtient des maillages qui sont très réguliers. Les points se trouvent à des distances et sur des géométries qui sont très régulières. Évidemment, on peut continuer autant qu'on veut jusqu'au point que la sphère devient quasiment, vous voyez ici, un ensemble de points très très denses. On peut procéder progressivement, donc autant qu'on veut. Et l'intérêt de cet algorithme de géodélisation, c'est que il produit des systèmes contrôlés. Donc ici, nous avons une géodélisation obtenue d'un icosaèdre
et on peut lire tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez ici, vous avez des pentagones, enfin des pentagones appuyés sur la sphère. Ces pentagones rouges correspondent aux anciens sommets des lycosaèdres. Il y en a donc 12. La ligne qui joint correspond à ce qui était l'arête des lycosaèdres, et donc le triangle qui est ici correspond à ce qui était la facette des lycosaèdres. Il y a donc 20 triangles identiques. Quand je dis identiques, je veux dire que ces triangles se décomposent en un triangle plus petit, mais ils sont tous les mêmes. Donc, quelle que soit la découpe de ce triangle-là, on retrouve la même ici, la même là, et ainsi de suite. Donc, on la retrouve 20 fois. Donc, vous comprenez que nous avons une certaine régularité du maillage. De plus, si on analyse la manière dont les points ont été projetés, on voit que le nombre de facettes différentes, donc le nombre de triangles différents, est très limité. Le code de couleur ici correspond au type de triangles différents. Donc nous avons les triangles rouges, les triangles verts, les triangles orange et les triangles bleus. 4 types de triangles seulement pour réaliser un solide qui est un polyèdre. Attention, ce n'est pas une sphère évidemment, c'est un solide composé de facettes planes que nous avons ici, mais que vous voyez visuellement, il est très très proche de la sphère. Et évidemment, donc avec très peu finalement de familles d'objets différents, et vous comprenez aussi qu'on peut raffiner autant qu'on veut, donc on peut construire, on peut produire la géode la plus proche de la sphère qu'on veut, et avec une régularité assez élevée. Mais cette régularité n'est pas la seule piste qu'on est obligé de suivre. Donc ici, vous avez un autre exemple qui n'est pas réalisé à partir de l'icosaèdre, mais qui est réalisé à partir du dodécaèdre. Le dodécaèdre se compose de pentagones, les facettes du dodécaèdre sont des pentagones, et vous voyez ici la géodisation avec des niveaux de maillage, de raffinement de maillage progressif, et vous pouvez constater que vous avez certaines caractéristiques qui restent toujours en place. Donc ici, par exemple, un pentagone qui n'est autre chose que le centre de l'ancien pentagone qui était là, et puis par ailleurs des pseudo-hexagones, c'est-à-dire des rassemblements de 6 triangles ayant un sommet en commun. Cette caractéristique, évidemment, se reproduit ici, vous voyez, en pentagone et des anneaux pentagonaux, tous les maillages étant triangulaires et avec une certaine régularité. En tout cas, les dodécaèdres initialement avaient 12 faces, et donc il y aura la répétition de 12 fois le même objet pour réaliser cette sphère. Et vous voyez ici d'ailleurs qu'on voit apparaître d'une quelque manière une sorte de ombrage qui est une densification du système en proximité des anciennes arêtes. Ça, c'est le 12e de la géode. Ici, vous avez d'autres géodes réalisées avec d'autres solides des platons, les tétraèdres, les cubes, l'octaèdre. Et c'est intéressant de regarder comment ces solides platoniens, du fait d'être évidemment plus écartés, plus éloignés de la sphère d'un point de vue géométrique, génèrent des géodes beaucoup moins régulières. Et on peut aussi s'amuser à lire sur la géode l'héritage du solide qu'il a généré. Donc ici, les tétraèdres qu'il a ici un sommet et une arête. On voit l'héritage du sommet apparaître ici et l'héritage de l'arête apparaître là jusqu'à l'autre sommet qui est ici. Les cubes, ici vous avez un sommet qu'on retrouve là et vous avez les 3 arêtes qu'on retrouve là, là et là. Évidemment, la sphère ici divisée en 6 parties identiques, et ici divisée en 4 parties identiques, ici divisée en 8 parties identiques dans lesquelles on voit apparaître un sommet, ici par exemple un autre sommet, et entre les deux sommets évidemment la projection de ce qui était l'arête de l'octaèdre. Encore d'autres projections, donc je vous ai déjà montré, encore solide de Platon, les dodécaèdres et l'icosaèdre, pardon, l'icosaèdre ici, les dodécaèdres ici, donc des choses qu'on a déjà vues. Et ici, juste pour montrer l'exercice, un solide de Ponceau, donc une étoile, et pareil, la géodisation donne lieu à des géodes qui ont cette allure complètement
différente, je dirais, par rapport à la géode qu'on a l'habitude de voir un peu et qui est devenu un peu un objet standardisé malgré son jeune âge. Bon, les géodes ont vu la naissance dans les années 60 et à l'époque où ils ont été créés pour la première fois par Buckminster Fuller, les calculs nécessaires pour le construire étaient tellement compliqués qu'il était au niveau du secret défense pour la réalisation de constructions éphémères et transportables. Aujourd'hui, ce sont des algorithmes extrêmement faciles à programmer et surtout déjà programmés, donc extrêmement faciles à appliquer. Alors, nous allons passer à l'étude des lignes de courbure.